Étienne Gnassingbé Eyadema, l'homme qui a régné sans partage sur son pays pendant 38 ans, jusqu'à sa mort en 2005. Mais comme ce dictateur était aussi mégalomane... C'est presque un pléonasme, ça. Oui, vous avez raison. Donc il avait édifié un culte assez délirant de sa propre personnalité et se faisait appeler aussi le timonier national, le rédempteur ou encore le père du Togo nouveau. Rien que ça. Hein. Songez que, seul rescapé d'un accident d'avion, il avait fait de la carcasse de l'appareil un monument à sa gloire. Moi, je me souviens surtout qu'il était arrivé au pouvoir après avoir assassiné le véritable père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Olympio. En 1963, oui, un acte qu'il a reconnu dans une interview, même si ensuite il a tenté de nier sa responsabilité, sans vraiment convaincre. Mais pour être tout à fait exact, après cet assassinat, il est devenu d'abord chef des armées avant de se débarrasser du président Grunitzky en 1967. Prendre sa place. Alors, avant de parler du Togo d'aujourd'hui... Qui est gouverné par le fils d'Eyadema. Faure Gnassingbé, oui. Donc, pour commencer, un mot sur le père. Oui. Ce grand ami de la France, cet ami personnel, ainsi que le dira Jacques Chirac, était un simple sergent-chef de l'armée française, un militaire de la coloniale. Un ancien champion de lutte aussi, taillé comme un athlète, le visage toujours dissimulé derrière des lunettes noires. C'est donc ce personnage fruste, selon le mot même de l'ancien grand maître de la France-Afrique, Jacques Foccart, qui a réussi à se maintenir à la tête de son pays pendant presque 40 ans, en dépit du fait qu'il a institué un système quasi mafieux et qu'il a outrageusement favorisé son ethnie. Ouais, au dépens des autres. Forcément. Son fief, la région de Kara, au nord du pays, a bénéficié de nombreux développements d'infrastructures. Il a, par exemple, construit en pleine brousse un aéroport très moderne, exclusivement destiné à ses hôtes de marque ou au trafic de diamants et d'armes. On y trouve aussi des hôtels de luxe, quelques usines, des routes carrossables et les belles résidences des privilégiés du régime appartenant en majorité à l'ethnie Kabyé. L'ethnie d'Eyadema. J'ajoute une autre facette de ce personnage ubuesque. La rumeur lui attribue une centaine de fils. On ne prête qu'aux riches. Et la réalité, alors? Il a quand même reconnu une cinquantaine d'enfants. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Et en adepte convaincu du népotisme, il les a pratiquement tous bien placés. Ouais. En fait, il a donc donné naissance à une véritable dynastie. Ça, j'y viens dans un instant. Auparavant, quelques généralités sur ce petit pays d'Afrique noire, 10 fois plus petit que la France. C'est une ancienne colonie allemande, hein. Oui, passée sous la tutelle française après la Première Guerre mondiale. Le Togo a longtemps été relativement prospère. On l'a même considéré comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, à la fin du règne d'Eyadema, en 2005, le bilan est catastrophique. Même l'exploitation des phosphates, la principale richesse du pays, a pratiquement cessé d'exister. Pourtant, le Togo possède de nombreux atouts grâce à un sous-sol où on trouve de l'uranium, du nickel, du zinc, et on pourrait aussi y exploiter du pétrole offshore. Alors pourquoi ce désastre? Parce que le président et ses proches ont mis le pays en coupe réglée et se sont conduits en prédateurs, sans se soucier de sa mise en valeur. Et malheureusement, ça continue aujourd'hui sous des formes plus modérées. Et donc sous le règne du fils, comme sous celui du père. Exactement. Il faut ajouter à ces richesses potentielles l'existence du port de Lomé et de sa zone franche. Seul port en eau profonde de la région, c'est une plaque tournante de la réception des conteneurs asiatiques transportés par cargo, dont les marchandises sont ensuite distribuées par voie terrestre vers les pays enclavés, Niger, Mali et Burkina Faso. Et puis, il y a le Ghana voisin qui exporte son cacao et sa production aurifère via Lomé. Alors, autant vous dire que le contrôle de ce port a fait l'objet de nombreuses convoitises. Oui, parce que son exploitation génère beaucoup d'argent. Naturellement. Et jusqu'en 2009, c'était le fief de l'un des fils d'Eyadema, Kpacha Gnassingbé. Il était en même temps le ministre de la Défense. En outre, bien entendu, ce port et sa zone franche sont au centre des trafics illégaux, or, diamants et drogues, souvent gérés directement par le clan présidentiel. Je précise, mais on aura peut-être le temps d'en reparler, qu'aujourd'hui, c'est le groupe Bolloré qui a le monopole des activités portuaires après avoir réussi à évincer son principal concurrent. Bolloré est très, très impliqué en Afrique. Hein. Bon, alors maintenant, voyons l'histoire récente du Togo.
En 1992, à la suite des recommandations de François Mitterrand à l'adresse des dirigeants africains, Eyadema fait un petit effort. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Ouais, un tout petit pas dans la direction de la démocratie. En principe, oui. Mais dans les faits, ça ne change rien. Et constatant la dérive autoritaire du régime lors d'une brutale et sanglante répression policière de ses opposants, l'Union européenne décide des sanctions économiques contre le Togo. Alors c'est donc une vraie dictature. Et un rapport d'Amnesty en 1999 évoquera même un régime de terreur. De terreur. Hein. Mais néanmoins, est-ce que le pouvoir d'Eyadema était parfois menacé? À plusieurs reprises, oui. Et à chaque fois, ça le conduira à procéder à des épurations au sein de l'armée. Détail qui en dit long sur sa pratique personnelle du pouvoir. Il a installé le trésor togolais dans sa propre résidence. Ça lui permet de distribuer à sa guise l'argent à ses généraux et autres affidés. Mais je vais vite. En décembre 2002, Eyadema procède à la modification de 2 articles de la Constitution de 1992. L'un lui permettant de briguer un 3e mandat présidentiel, alors même qu'il a fait le serment de ne pas se représenter. Ouais, c'est assez classique, hein. Mais ça a coûté cher à Compaoré. Et ça risque aussi d'attirer de sérieux ennuis au fils d'Eyadema, Faure Gnassingbé. On en reparlera. Et la 2e modification? Il rabaisse l'âge minimal d'éligibilité à la magistrature suprême de 35 à 40 ans. Manifestement, il pense déjà à passer le relais à l'un de ses fils, lorsqu'il quittera lui-même le pouvoir. Et disons-le tout de suite, pour obtenir ces changements constitutionnels, il dispose d'un orfèvre, un professeur français de droit, Charles Debache, qui est son conseiller. Un homme à la réputation sulfureuse. Hein. Et là, encore un peu de patience, parce qu'il me faudra évoquer plus longuement la personnalité de ce sorcier blanc, qui a joué et joue encore un rôle très important au Togo, en tout cas. En 2003, Eyadema est donc réélu avec près de 60% des voix. Oui, grâce à la fraude, j'imagine. C'est évident. En même temps, il promet la tenue d'élections législatives avant la fin du premier semestre 2005. Un peu plus tard, Eyadema entame un dialogue avec l'opposition. Une opposition qui, heureusement pour lui, est très divisée. Ça lui vaut de pouvoir se rabibocher avec l'Union européenne. Mais en même temps, il sombre dans le ridicule. Dans une atmosphère de fin de règne, son pouvoir tourne à l'auto-célébration à outrance. À la nord-coréenne, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait, mais concrètement, ça donne quoi? Il met en scène sa vie et il ordonne que les épisodes qu'il juge épiques, c'est-à-dire les tentatives d'attentats réels ou fantasmés dont il aurait été victime, soient enseignés aux écoliers, dans son village natal, Pia. Il fait ériger sur une esplanade une statue monumentale le représentant. Et quand je vous parlais de la Corée du Nord, je n'inventais rien, car ce sont des artistes nord-coréens qui ont sculpté ce monument à la gloire du miraculé de Sarakawa. Sarakawa? Oui, l'endroit où il a failli perdre la vie dans le crash de son DC-3. Mais au début février 2005, sa mort est bien réelle. Il a alors 69 ans. Et il était malade depuis plusieurs années, séjournant de plus en plus longtemps dans des cliniques en Suisse et en Italie. D'ailleurs, il est mort à bord de l'avion qui le conduisait en Israël pour une opération de la dernière chance. Alors se pose la question là, de la succession. Oui, et qui ne peut revenir qu'à l'un des très nombreux enfants du disparu, selon la volonté du vieux Baobab qui a tout arrangé. Alors quels sont les candidats? Ils sont au nombre de 4. Le présélectionné par Eyadema, j'imagine. Bien sûr. Le candidat naturel à la succession est l'aîné, Ernest, lieutenant-colonel parachutiste. Cet officier brutal et sanguinaire a une très fâcheuse réputation, puisqu'on lui a donné le sinistre surnom de Ernest le Boucher. Bon, oui. Et qu'a-t-il fait pour le mériter? Parce qu'il dirige 2 unités. Le régiment des paracommandos et les forces d'intervention rapide qui ont été impliquées dans de sales affaires et en particulier l'attentat en mai 92 contre Gilles Christ Olympio. Le fils de Sylvanus, le président assassiné par Eyadema. Oui, une sorte de tradition familiale, voyez-vous. Enfin, je plaisante, bien entendu. Ernest, quand il ne commande pas ses paras, contrôle le nord du pays et la région natale de la famille. Son père, qui voudrait ravaler la façade du clan auprès de la communauté internationale, ne tarde pas à l'écarter de la succession. L'autre candidat sérieux, c'est Pacha, un colosse, lui. C'est le grand patron du port de Lomé, de sa zone franche. Une vraie pompe africaine. Il est donc très riche. Et d'une certaine façon, il est incontournable. Mais son père n'a pas une entière confiance en lui. Toutefois, il faudra quand même compter avec lui.
Il y en a un troisième, Roch, mais Eyadema juge qu'il ne fait pas le poids. Reste le quatrième, Faure. Et c'est lui qui va être choisi. Car il est le plus lisse, le plus effacé aussi. Donc le moins susceptible de hérisser l'opinion et les instances internationales. Mais il a surtout une qualité incomparable. Conseiller financier de son père, c'est lui qui possède le secret de ses comptes dissimulés en Suisse. La succession d'Eyadema, Christophe Courtin, dirigeant d'une ONG, l'a décrit ainsi en quelques phrases lapidaires dans une tribune publiée par Le Monde. L'un a mis la main sur les prébendes de l'État, Faure, chef de l'État. L'autre, Pacha, a pris le contrôle de l'armée et de la défense. Plus avisé, il récupère aussi les bénéfices mafieux de la zone franche de Lomé. Le plus âgé, Ernest, manipule les réseaux affairistes de son père depuis la base arrière familiale du nord du pays. Et un dernier, Roch, un peu plus mal loti, mais tout aussi empressé de vivre sur le dos de la bête, a récupéré la présidence de la Fédération de football.